Salut à tous, c'est Bismart. On va vite parce qu'on a trois invités là qui, alors tous les trois ont, j'en suis sûr, énormément de choses à dire. On va rentrer dans le monde du management de transition. J'ai un petit truc dans la tête, mais justement, je testerai ça avec Rudolf Hidalgo qui va être mon premier invité. C'est que vous tous, en fait, chefs d'entreprise, il va falloir forcément, d'une manière ou d'une autre, que vous soyez votre propre manager de transition. Mais on va voir ça, puis on va raconter son parcours. Il est quand même pas banal, son parcours. Donc ça va nous prendre un peu de temps. Après, pardon, c'est une de mes passions. Vous pourrez zapper si vous supportez, parce que je sais que le football, alors, est très exclusif. Quand soit on aime le football, soit vraiment on n'aime pas ça et on ne veut pas en entendre parler. Bon, là, on a quand même tout le football français qui est en ruine. Hein. Donc, voilà, on va, y passer 15-20 minutes, mais vous pourrez zapper parce qu'après, on reparlera alors du vrai grand sujet du moment, hein, autour du développement durable. En l'occurrence, c'est le patron de la RSE du groupe Bouygues. Les chantiers, c'est 40, je vérifierai avec lui, hein, mais 40 millions de tonnes de déchets, dont 1% seulement sont réutilisés. Là, il y a du boulot, intéressant. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et donc, Rudolf Hidalgo, pour commencer avec nous. Bonjour, Rudolf. Bonjour. Associé, alors je dis associé Amadeus Exécutif parce que c'est votre dernière fonction, mais en fait, on aurait pu dire beaucoup de choses. Je me suis permis ce titre un peu people, un peu... Et c'est comme ça que vous vous vendez quand même, non? Quand on a été... Donc vous avez été 20 ans dans la police. J'ai été 20 ans dans la police, j'ai été 20 ans jusqu'à commissaire divisionnaire. J'étais un des patrons de la lutte contre la criminalité organisée en France, criminalité transnationale organisée, la lutte anti-mafia, la direction centrale de la police judiciaire. Et j'ai beaucoup travaillé sur la structuration des services, comment on les organise, comment on fait face à des menaces émergentes et comment on prend en compte les nouvelles technologies. Un de mes premiers grands dossiers était les interceptions de téléphones satellitaires. Et mon deuxième immense dossier, pendant des années, j'ai été représentant de la France au G8, c'était sur l'apparition de la cybercriminalité et toutes les problématiques qu'elle peut poser dans un système juridique conçu à l'ancienne, où il fallait des autorisations d'un État à un autre pour pouvoir intervenir. À l'heure de l'ordinateur, à l'heure du cyber, à l'heure du piratage, on ne pouvait plus faire comme ça. Il fallait trouver comment structurer les forces dans les différents pays pour avoir des points de contact H24 et être capable de réagir et dans le cadre juridique et dans le cadre opérationnel. Donc, Direction centrale de la police judiciaire, c'est... 20 ans, c'est un très beau... Les héritiers des brigades du Tigre. Voilà. Mais pourquoi on quitte un job comme ça? On quitte un job comme ça pour plusieurs raisons. Mais d'abord, avant de le quitter, on l'aime. Parce que la police, c'est une famille. De quoi? De 20 à 40 ans, vous avez fait ça? De 20 à 40 ans, en gros. Ouais. De 22 à 42 ans, 43 ans. La police, c'est une famille. La police, c'est des valeurs. C'est dans une société un élément structurant. Ça participe à toutes les évolutions de la société. Ça les voit en avance. Ça les vit avec beaucoup de dureté dans certains contextes. Et en même temps, c'est des femmes et des hommes absolument dévoués pour leurs concitoyens et pour essayer de faire le bien commun. On a le sentiment à un moment, parce que évidemment la police passionne tout le monde, mais moi je me disais, un petit peu d'ailleurs comme l'hôpital, c'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression d'être Sisyphe et de pousser le rocher, de pousser le rocher, de pousser le rocher, et boum, il retombe. Sans arrêt. C'est ça qui doit être un peu usant, non? C'est vrai, mais il y a des Sisyphes heureux. Vous le savez, des philosophes l'ont dit avant moi. Et c'est une évidence Albert Camus, il faut exactement, il faut l'imaginer. Voilà. Il faut l'imaginer heureux. Moi, je suis né dans le même pays qu'Albert Camus. Je suis né en Algérie. Et comme lui, je pense qu'effectivement, on peut imaginer parfois Sisyphe heureux. Oui, c'est un rocher qu'on pousse, mais en même temps, on avance. On avance réellement. Et puis, humainement, c'est un creuset où vous apprenez beaucoup sur les autres, vous apprenez beaucoup sur vous-même. Vous êtes au cœur de la réalité humaine, quand vous êtes sur les homicides, quand vous êtes sur des... Alors, crime organisé, j'imagine, prostitution, pédophilie, des choses épouvantables. Enfin, on traverse des trucs dedans. Abominables. Des choses difficiles, des choses où, d'ailleurs, il ne faut pas forcément rester trop longtemps, mais des choses où l'utilité sociale est là. Et donc, globalement, des métiers dans lesquels vous apprenez la crise, la vraie crise, la crise avec une urgence vitale, humaine. Vous partez en opération pour sauver quelqu'un, donc il y a vraiment des situations extrêmement dangereuses et vous apprenez là-dedans à manager et vous apprenez à voir comment seul vous ne faites rien, vous ne pouvez agir qu'en équipe. Et en équipe qui sont capables de se comprendre, capables d'avancer, qui ont reçu la formation pour ça. Donc l'administration a ceci d'extraordinaire, mais elle ne s'en rend pas toujours compte elle-même, qu'elle peut être une école formidable de la vie et du management. Et je ne pensais pas vous poser la question, Rudolf, mais allons-y, comment est-ce que vous vivez là parce qu'il y a une forme de crise autour de la police et des forces de l'ordre.
avec une certaine déception dans la mesure où d'un côté, les problèmes qui sont sur la table sont connus depuis 30 ans. Les rapports police-population, il y a des sujets qui ont été analysés depuis des années. Il y a eu des tas d'avancées et de volonté de faire bouger les choses de manière très nette. Mais il y a une succession de réformes et c'est la cohérence entre les réformes qui aujourd'hui fait qu'il manque, si on prend un regard de chef d'entreprise, la casquette que je remettrais volontiers aujourd'hui, celle du dirigeant d'entreprise, c'est de dire mais où est la cohérence de la stratégie ? Qu'est-ce qu'on veut ? Comment est-ce qu'on veut faire ? Or c'est difficile, c'est complexe, mais on ne peut pas changer régulièrement. Les femmes et les hommes, les 250 000 policiers et gendarmes qui en France sont au service de la sécurité ont besoin à la fois de cadre juridique et de stratégie claire et d'un positionnement police-population qui doit évoluer. On ne peut pas seulement dire que le management doit évoluer pour les classes X, Y et Z, mais c'est toute la relation police-population. C'est super intéressant, Rudolf. Je ne pensais pas. Il n'y a pas une boîte, en fait, qui survivrait à un changement de directeur général. Quoi, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il y a un nouveau ministre de l'Intérieur. Donc voilà, il n'y a pas une boîte qui survivrait à ça, en fait. Mais la vraie difficulté, vous mettez le doigt sur autre chose, c'est que dans une entreprise, on sait qui est le directeur général. Dans une administration, on connaît le directeur général qui a des fonds, mais le vrai niveau de décision est plus difficile à déterminer. Les décisions peuvent se prendre tout en haut, à l'Élysée, au ministère. Tout à fait. Le ministre est chef de son histoire d'État profond, etc. Non. Le ministre est chef de son administration très très clairement, mais le changement ministériel et les changements de stratégie ministérielle font qu'à un moment, c'est difficile de faire de la conduite du changement sur 250 000 fonctionnaires répartis qui plus est en 2 forces. Si on ne prend pas une stratégie qui peut-être ne doit pas être dans le temps politique, qui peut-être devrait être dans un temps social. La réflexion est là. Et c'est compliqué. Passionnant. Donc, direction centrale police judiciaire, HEC à la sortie, et c'est... Avec tout ce que tu viens de dire, finalement, c'est la connaissance de la crise qui t'amène sur le management de transition. Alors, oui, entre les deux, quand même, quand je sors d'HEC, donc je rentre comme secrétaire général chez Ludendo. Donc Ludendo, c'est la grande récré. La grande récré pour les Français et pour ceux qui connaissent l'international. J'étais le directeur général aussi de Franz Karl Weber en Suisse et directeur général à Hong Kong de Ludendo Asia. Et puis surtout, je suis celui qui avait lancé l'achat d'Amlez. Mais qu'est-ce qui les intéressait à ce moment-là ? C'est cette fibre policière qui les intéressait, tes premiers employeurs ? Mes premiers employeurs, après, c'était surtout la fibre organisatrice, la capacité à savoir mettre en place un secrétariat général, une direction juridique, à reprendre une direction financière et à la lancer et à faire des opérations de haut de bilan, voilà, et à mettre les sujets qui, pour moi, après le passage à HEC, étaient vraiment les sujets clés qui font aujourd'hui l'avenir d'une entreprise, c'est-à-dire monter au niveau du COMEX les sujets de direction d'organisation des systèmes d'information d'une part et les sujets de management de système, enfin de supply chain management de système d'autre part. Et on le voit très très bien aujourd'hui. Non mais alors j'allais le dire, c'était il y a combien de temps ? C'était il y a 10 ans ? Il y a 10 ans, oui. Supply Chain Management System. Voilà, le cœur du réacteur aujourd'hui. Exactement. Toutes les boîtes ont réalisé que c'était le cœur du réacteur. Mais pas seulement les boîtes, parce qu'on entendait aujourd'hui que, par exemple, pour aider le gouvernement américain, le nouveau gouvernement, à mettre en place son programme de 100 millions de vaccinés en 100 jours, qui est-ce qui va venir l'aider ? Eh bien, c'est Amazon et Walmart. Moi, j'ai eu la chance... Les 2 frères ennemis. Exactement. Mais moi, je suis également à MBA de New York, je suis un Sterny. Et donc, avec l'ensemble de mes camarades de New York, on a visité pendant des jours Walmart en Californie, au cœur du réacteur de leur système logistique, là où les satellites sont connectés, là où ils ont la capacité à envoyer en direct les informations à leurs fournisseurs pour tenir leur chaîne logistique. C'est absolument impressionnant et ça fait rêver n'importe quel dirigeant du retail. Mais le message qu'on doit passer là-dedans et que tout le monde doit entendre, c'est il y a des sujets qui, il y a 10 ans, étaient vus comme de simples sujets de service support et qui aujourd'hui sont des vrais sujets de COMEX. Et là-dedans, il y a les RH. Les RH, on ne peut pas faire tourner des entreprises aujourd'hui si on ne considère pas que la formation tout au long de la vie et les RH sont un sujet stratégique. Et puis, il y a la direction organisation des systèmes d'information et le management de la supply chain. Alors, la direction des systèmes d'information, elle a échappé en fait à la direction des systèmes d'information. Moi, j'aime bien cette image que j'entends beaucoup, un peu ce qui va se passer avec la RSE, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'affaire de chacun d'entre nous finalement, la direction des systèmes d'information, que ce soit en termes des outils logiciels que vous utilisez, qui sont maintenant des outils métiers hyper spécialisés,
que dans le respect de la sécurité, où, alors je parle sous ton contrôle d'expert, mais j'entends beaucoup que le vrai problème de la sécurité, c'est entre le fauteuil et le clavier de... voilà, c'est ça, entre le fauteuil et le clavier. Voilà. C'est une culture, la sécurité. On n'a pas forcément besoin de spécialistes de la sécurité en soi, en interne dans l'entreprise. On a besoin de gens capables de développer une culture de la sécurité. Moi, je veux que tu reviennes sur Walmart, la supply en Californie. Là, moi, ça me fascine. On visite une salle. En Californie, et c'est un groupe, c'est en un Californie. groupe de l'Arkansas, Walmart. Au départ, oui, mais là, c'est vraiment donc le cœur, là où... Alors, il y a 5 endroits comme ça dans le monde, mais leur grande idée, moi, ce qui m'a fasciné, c'est des salles qui sont grandes comme 3 fois celle-là, avec des murs couverts d'immenses écrans télévision qui permettent de suivre en permanence l'ensemble des produits et les livraisons. Et surtout, le système est satellitaire. Ils ont lancé leur propre satellite. Et c'est à partir de ce système satellitaire qu'ils ont su, en termes d'investissement, ils ont une stratégie. Aux États-Unis, on nous l'enseigne comme ça et on le dit bien. Ils ont une stratégie qui est plus puissante quelque part que celle d'Amazon. La façon Disons que c'est le seul qui résiste, quoi. Et ils résisteront, parce qu'on comprend pourquoi quand on descend à l'intérieur. Le métier de dirigeant d'entreprise, c'est d'être capable de voir comment on va faire les arbitrages avec les actionnaires et avec l'ensemble des comités de direction entre la stratégie et les moyens qu'on va y mettre. Mais on doit d'abord, non pas faire du cost-killing, d'ailleurs, dans le management de transition, comme on le croit trop souvent, mais de l'arbitrage sur les coûts qui nous permet de mettre chaque euro, chaque investissement sur ce qui fera la victoire de demain. Et ce qui fera la victoire de demain aujourd'hui, c'est le supply chain management system. On ne doit pas avoir 5 produits en stock ce soir si on n'en vend que 3 demain. Et à l'inverse, on ne doit pas en avoir que 2 si on n'en vendra que 3. Et l'intelligence artificielle et la blockchain, et là où c'est fabuleux, oh ça non, devient pas galactique. la blockchain. Non, l'intelligence artificielle. Laissons de côté. Laissons de côté la blockchain. Où l'intelligence artificielle devient fabuleuse, c'est que le prédictif. Mais oui. Nous sommes en train de rentrer dans la supply chain prédictive, dans la capacité. Et ça, Rudolf, c'est une réalité. Oui. Parce que ça, alors pour le coup, je suis au contact vraiment, comme toi, avec la réalité de l'entreprise. Tu te rends bien compte que beaucoup aujourd'hui de managers sont un petit peu déçus finalement par les promesses de l'intelligence artificielle. J'ai l'impression que c'est balbutiant. Voilà, je vais le dire comme ça encore. Je suis d'accord avec toi. C'est balbutiant, mais il y a des endroits, des poches dans lesquels il y a des gens qui ont commencé à très bien faire avec. Il faut regarder ce qui se fait aux États-Unis. Les parcours à l'intérieur des magasins, on peut tout à fait savoir en utilisant le big data que quand tu achètes des lames de rasoir, en général, il y a une chance sur 3 que tu achètes une bouteille de vin. Donc la logique dans la façon dont on va positionner tes rayons à l'intérieur doit refléter ce parcours qu'on veut ou qu'on veut pas te faire à l'intérieur du magasin. On peut savoir Non mais moi, tu sais, moi c'est le spécifique qui me passionne. La lame de rasoir et le vin. Bon, on peut relier. À partir du moment où on fait du big data, à partir du moment où on a des programmes. Mais ça va être facile puisque là on sait très bien que les acheteurs de vin sont majoritairement des hommes pour l'instant et ainsi de suite. Mais on peut le faire avec des tas d'autres produits. Tu peux relier. L'avantage du big data, c'est que tu vas pouvoir relier à l'intérieur de la base de données que tu vas constituer des critères. Donc ce qui devient intéressant, c'est pas la capacité de calcul, c'est l'intelligence des questions posées. Et c'est là qu'on retrouve l'homme ou la femme qui est derrière l'ordinateur. Et c'est là pour les jeunes, et je leur dis, n'acceptez d'aller que dans des entreprises où vous êtes traités pour votre cerveau. Attends, Rudolf, parce que moi, forcément, alors j'y pensais pas non plus à cette autre question, Carrefour, là. Carrefour aujourd'hui avec... Carrefour, Couche-Tard, tout ça, comment tu... Il y a deux choses. Vu le truc moi, je suis un grand internationaliste. Donc, si je prends une casquette purement française de dirigeant français, je peux comprendre ce que le gouvernement est en train de faire. Si je dois témoigner de mon côté interne... Personne ne peut comprendre que Bruno Le Maire, parce qu'il veut être élu. Si je prends ma casquette internationale, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Je ne sais pas comment. On est noyé de messages de nos camarades de toutes les universités du monde entier et de tous les gens qu'on connaît dans toutes les boîtes. Personne ne comprend cette position. Ça, c'est sûr que c'est difficile à expliquer. Noyé de messages. Ah oui. Ça a été une très... Donc ça va nous mettre une claque à l'international. On ne sait pas comment ça va réagir derrière, mais il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après parce que c'était pas évident. Il y a des domaines où c'est évident. Quand on touche à la défense ou à d'autres, c'est évident. Il y a des domaines où c'est moins évident. Le gouvernement a raison, c'est le premier employeur de France d'un côté et c'est aussi indirectement, ils ont besoin, les entreprises actuellement ont besoin de l'État, donc ça peut se discuter. Mais la responsabilité, paradoxalement, que prend le gouvernement, qu'est-ce qu'on fait si dans 3 ans Carrefour va plus mal? Qui est responsable? Ceux qui ont décidé d'aller vers l'opération ou ceux qui ont décidé de ne pas aller vers l'opération? C'est un sujet extrêmement compliqué. On connaît ceux qui ont décidé de ne pas aller vers l'opération. On connaît en droit des entreprises la responsabilité du dirigeant, on connaît la responsabilité de l'actionnaire. Quelle est la responsabilité de l'État sur une opération? C'est difficile. En plus, ça a matérialisé le fait que Carrefour était sur le marché, d'une manière ou d'une autre, sans pouvoir aller au bout de l'opération.
avec toute une et ça a donné une image sur laquelle, mais je pense que le président de la République l'a compris, et d'ailleurs il s'y employait vis-à-vis des grands intervenants étrangers, mais c'est vrai que ça a envoyé une image, un signal, pour prendre la théorie du signal, ça a envoyé un signal compliqué. Ça, comme tu le dis, ça a matérialisé le fait que Carrefour était sur le marché, et peut-être même, là je parle vraiment, peut-être même qu'Alexandre Bompard se disait qu'il était au bout de ce qu'il pouvait faire en termes de potentiel de réforme, de potentiel de mise en tension de l'ensemble de ce grand groupe. Attends, parce qu'il nous reste 2 minutes, tout ça est absolument passionnant. Si j'avais su, on serait resté 1 heure, mais bon voilà. Mais tu reviendras et on reparlera 1 heure. Il y a quand même la question que je me posais au départ, moi, mais il nous reste 3 minutes. Manager de transition, je me dis, là on va sortir à un moment quand même de cette histoire. Tous, on sera dans un état compliqué. Et donc chacun finalement doit être son manager de transition. Donc moi je voulais 3 points clés. Allez, 3 points clés quand tu débarques dans une boîte, manager de transition, que les chefs d'entreprise doivent avoir en tête à ne pas rater pour ne pas rater la relance. Oui, mais dans ton idée, tu parles de l'idée où le manager reste en place. Ouais. Si c'est ce qui est, mais enfin, on en a des collections, des patrons de PME qui vont rester en place. Et qui n'ont surtout pas démérité, parce que la crise, quand on est à et zéro donc là, de ils chiffre vont d'affaires, rassembler leurs équipes et il va falloir qu'ils leur disent. Moi, je pense que la première des choses, de toute façon, et tous les patrons le sont par construction, c'est que nous sommes des passeurs d'optimisme. Mais cet optimisme, il doit être raisonné. Donc, on doit montrer comment on le construit. La difficulté dans la crise, c'est de savoir redonner une vision. Si on n'est pas capable de dire où on va, pourquoi on y va, comment on y va, c'est 3 questions simples, mais elles résument en elles-mêmes toute la stratégie. Où on va, pourquoi on y va, comment on y va. Et à partir de là, on associe tout le monde à l'intérieur, parce qu'on dit il y avait un avant, il y a un après. Tout le monde a compris que les entreprises peuvent être mortelles. Debenhams se ferme 12 000 postes en Angleterre aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'est, Debenhams. C'est une sorte de galerie Lafayette anglais, en quelque sorte. 12 000 postes au tapis. Donc, on sait que les entreprises sont mortelles, on le voit bien. Les mesures qu'a pris le gouvernement font qu'on est aujourd'hui dans des entreprises zombies, qui ont la capacité à passer à travers la crise, mais sans refaire les investissements nécessaires à demain. Donc, comment on va faire ces investissements demain? Quel sera l'état réellement des entreprises? Comment on va devoir les renforcer en fonds propres? Puisque la vraie problématique post-crise, elle sera sur les capitaux propres qui vont permettre aux entreprises d'investir. Beaucoup d'entre elles sont gorgées de trésorerie quand même aujourd'hui. Beaucoup d'entre elles sont gorgées de trésorerie. Attention, ce qui n'est pas forcément du capitaux propres, mais oui, mais ça peut aider à réinvestir derrière quand même. Tout à fait. Voilà. Mais c'est là qu'il y a des situations très différentes. Il y a des entreprises qui ont de la trésorerie, il y a des entreprises qui sont proches d'exemple. Le chef d'entreprise, il le sait, cash is king. Il passe de toute façon sa vie avec un œil avant, après, ça reste pareil. On garde l'œil sur la trésorerie en quotidien, mais on doit être ce passeur d'optimisme au sens où on doit rassembler tout le monde. Moi, je dis c'est l'innovation qui nous fera avancer. La prise en compte des enjeux galactiques. On a aujourd'hui toute une dimension de l'espace qu'on ne prenait pas avant. On a toute la dimension de l'intelligence artificielle. On a cet immense réservoir d'intelligence des jeunes générations qui arrivent et qui rejoignent les entreprises et qui nous apportent des connaissances et des savoirs qu'on n'avait pas avant. Utilisons l'énergie de ces jeunes, l'énergie humaine et l'énergie des connaissances. Et avec ça, travaillons ensemble sur de l'innovation et créons le projet de demain. D'accord, mais le patron de PME de base qui fait ses 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'en sais rien, à la mode Beuvron, il ne peut pas non plus rêver au système satellitaire de Walmart. Mais il sait forcément, il l'a vu entre l'avant et l'après, que son métier est impacté par la numérisation. C'est à nous, à travers les programmes fabuleux que fait BPI pour aider les dirigeants d'entreprise à progresser. C'est à l'État de voir aussi comment on peut offrir et aux écoles des formations pour les dirigeants d'entreprise, pour les aider à prendre en compte. Je pense à ça, en t'écoutant, en refaisant ton parcours, donc la police, tu fais HEC en sortant, derrière tu fais du MBA, etc. Il faut qu'ils se forment, nos chefs d'entreprise. Oui, la formation tout au long de la vie. Tout le temps. Mais parce que le monde change en permanence. S'ils ne le prennent pas, on ne peut pas faire du business aujourd'hui comme on en faisait il y a 30 ans. Un chef d'entreprise, il connaît son entreprise, il est dans la verticalité de la connaissance, il ne connaît pas forcément au bout d'un moment son marché et il ne connaît pas l'évolution qui est en train de s'y parcourir. Ouais. Il ne peut pas comprendre les tendances qu'il peut y avoir à l'extérieur. Et un jour, il peut se retrouver ou avec un produit qui n'est plus adapté, ou le marché a bougé de telle manière qu'il est disrupté. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut, pour les chefs d'entreprise, en direction des chefs d'entreprise, leur donner un espace de formation dans lequel on est capable de leur permettre d'appréhender des connaissances techniques qu'on leur apporte dans la façon... Parce que c'est fabuleux de voir la vie d'un entrepreneur qui a réussi à démarrer à 1 euro, 100 euros, 1 million, 2 millions, 20 millions, mais il n'a pas forcément armé pour monter à 50 ou à 100. C'est ça le sujet. La France, et c'est là qu'on peut avoir un rôle important, on doit accompagner les salariés, l'employabilité tout au long de la vie, on doit aider les salariés,
marché. On doit aider aussi l'ensemble de ces patrons de PME en les aidant à monter en compétences. C'est ce que fait BPI. Il y a un programme qui est extraordinaire là-dessus que j'ai suivi en termes d'information. Regardez comment il le montait. C'est important, la formation tout au long de la vie. Changer soi-même pour savoir changer les autres. C'est ça le management de transition, la passion du management. Tu redescends de temps en temps, Rudolf? Calme, serein et zen. T'es encore plus à fond que moi, là, pour le coup. Ouais, non, bon. Bon, on a fait le tour. Enfin, on a fait le tour. Ce serait compliqué de faire le tour, mais voilà, on en reparlera. Et donc, à très bientôt, et on reparlera de management de transition, peut-être plus spécifiquement. Merci, Stéphane. Rudolf Hidalgo, donc, Amadeus Executive. Ah oui, je n'étais pas, parce que Amadeus Executive, donc vous êtes 40. 40, manager de transition. Cumule 1000 ans d'expérience opérationnelle de management. C'est écrit sur le site. En une vingtaine d'années. En une vingtaine d'années, effectivement. 1000 ans, les mecs. C'est Cléopâtre. C'est les Égyptiens. Comme quoi, il faut partir du passé pour éclairer l'avenir. Merci Rudolf. Grand plaisir. Stéphane. Bismart continue, les amis. Et donc un peu de foot, 20 minutes de foot, voilà, avec Luc d'ailleurs. Non, parce que je disais en faisant le sommaire, Luc, que le foot était excluant aussi. Donc et ceux qui sont passionnés sont passionnés. D'accord. Il y en a beaucoup, mais vous le savez, oui, vous le savez vrai. parfaitement. Ouais, il y en a beaucoup qui en fait supportent pas, quoi. Mais d'ailleurs, c'est le sujet. Je comprends d'ailleurs. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est le sujet. C'est-à-dire que, bon, je la fais courte, le foot français est en faillite, du fait notamment, enfin, dernier stade de la défaillance d'un diffuseur international qui s'appelle Mediapro et qui ne paiera pas l'argent qu'il avait promis pour la diffusion des matchs de foot. Mais j'ai l'impression, et je voulais commencer par ça, que l'État, en fait, a beaucoup de mal à soutenir le football professionnel. Ah oui. Parce que tu soutiens des milliardaires en short, quoi. C'est ça. Et en plus, dont on n'est pas sûr que la rémunération soit nécessairement légitime. Parce qu'effectivement, ces rémunérations ont été données suite à un mécanisme d'inflation salariale ces dernières années, avec les transferts, et on se rend compte que finalement, ces salaires devraient générer des revenus. On est dans l'économie du spectacle. Quand on fait un film avec un acteur bankable, on fait des recettes. On se rend compte que finalement, ce n'est pas le cas. Il y a une bulle qui se dégonfle. Et c'est vrai que l'État, puisque l'État et même les collectivités locales et régionales, moi quand je suis sollicité sur les dossiers de sauvetage, c'est très souvent par le politique, parce qu'il y a l'importance d'un club de foot dans la cité. Ouais. Et c'est aussi important pour les médias, c'est important pour des groupes comme l'équipe. Finalement, on se rend compte que c'est important pour pas mal d'acteurs. Et puis, en même temps, il y a ce que vous dites, cette segmentation, ce côté inadmissible de se dire, mais je refuse on paye ça aux jeunes, je ne peux pas aller payer le salaire d'Mbappé. Mais voilà, je comprends très bien. Ouais. Alors, en l'occurrence, le salaire d'Mbappé, est payé par l'État du Qatar. Mais quand on prend d'autres villes ou d'autres situations où vous avez effectivement, comme Saint-Étienne ou d'autres, des salaires extrêmement élevés, et qu'en plus, vous ne pouvez même plus assister, je parle du cœur de cible, au spectacle. Ouais. Alors, tous les autres publics se disent, mais pourquoi l'État devrait contribuer à ça? C'est ça. Alors, d'un mot quand même, parce que je ne t'ai pas présenté, donc Luc Dayan, je dis pompier du football, voilà, homme d'affaires. Mais médecin, j'ai vu que tu étais médecin. En vrai, je suis médecin. C'est pour ça que les systèmes complexes m'ont toujours intéressé, les systèmes qui touchent à l'humain. Et le passage de la médecine s'est fait par la rencontre de Canal au début, et justement, le fait que j'étais là quand cette interaction Canal-Foot a démarré, oui, avec la montée des abonnements. Donc tu as travaillé dans les clubs de Lille, de Lens, de Nantes, de Paris Saint-Germain avant le Qatar, etc. Et d'autres. Alors, tu dis, est-ce qu'en économie, on appelle ça une échelle de perroquet, ces rémunérations? C'est-à-dire, à un moment, c'est plus justement la valeur qu'on dégage, mais c'est l'échelon d'en face, et donc il faut que je sois au-dessus de l'échelon d'en face, et donc on est complètement désincarné de toute réalité économique. Alors, ce qui est très particulier dans les systèmes de compétition, et donc dans le football, qui est le principal système de compétition, c'est que pour être performant, il y a quand même un effet de seuil, et que quand vous avez les meilleurs joueurs, vous êtes plus performant. Donc, comme on a construit une rémunération en droit télé, ou même sur les contrats de sponsoring avec des bonus liés à la place, et qu'en même temps, les présidents veulent aussi gagner. C'est très souvent des milliardaires dont leur ego est en jeu. Donc, ils ont finalement contribué à une inflation salariale sur les joueurs. Comme ce n'est pas régulé par une tierce entité, ce qui était le cas aux États-Unis, qui est le pays quand même le plus libéral, quand il y a eu salary cap, ligue fermée, pour éviter les conséquences économiques et les conséquences sur la cité d'une faillite. Donc, on n'a pas pris les mesures, c'est ce que je dis, parce que j'y étais il y a 20 ans, de régulation du système. Quand le foot est rentré dans l'économie du spectacle, il y avait une dimension du foot qui était le foot pro qui est rentré dans l'économie du spectacle. Il y avait toutes les autres parties qui étaient là,
mais on a laissé des actionnaires arriver, on n'a pas régulé le système de compétition, et donc il y a eu un mécanisme de surenchère. Vous ne pouvez pas le réguler parce que... Il suffisait que la FIFA dise... Ah oui, c'est ça, mais à l'échelle mondiale. Ah, ça ne peut pas être autrement qu'à l'échelle mondiale. Voilà. Et c'était toute la difficulté du sujet. Il suffisait que la FIFA dise quoi? Que la FIFA dise le salaire maximum que l'on peut dépenser dans un club est un pourcentage de temps du chiffre d'affaires hors vente de joueurs. Voilà. À partir de là, on était donc moins dans un système encadré. L'UEFA, il y a quelques années, a décidé de mettre ce qu'on appelle un fair play financier, mais tellement facile à contourner qu'il n'a pas eu d'effet. En réalité, on a effectivement mis quelques contraintes pour les propriétaires de clubs au plus haut niveau, mais vous avez vu à quel point il a été contourné. Et en même temps, clubs qui se retrouvent très très endettés. Oui, mais en même temps, l'ensemble de ces systèmes, parce que je m'étais beaucoup interrogé sur ce fair play financier justement, parce qu'effectivement, vous dites c'est de la rationalité économique, mais en même temps aussi, c'est des barrières à l'entrée considérables pour ceux qui voudraient se lancer. Oui. C'est-à-dire que comme il faut globalement que vous équilibriez vos revenus et vos recettes, tout à fait. Ben vous ne pouvez plus investir. Tout à fait. Donc la finalité du système étant d'être le meilleur et de gagner la coupe, et que c'est un système pyramidal et qui n'est pas fermé par le bas. Tout ça est très difficile à réglementer. Donc on trouve des artifices. Même en France, on a une DNCG qui est quand même composée d'experts comptables, de gens de très grande qualité. J'ai vu tous les présidents défiler parce qu'ils m'ont tous appelé en me disant « Mais Luc, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. » Alors je l'explique. La règle de la DNCG, c'est de contrôler le fait que le budget de l'année soit couvert, y compris par des apports en compte courant et par les actionnaires. C'est une règle. Ouais. Donc tant qu'on va au bout de la saison, c'est bon. Mais on ne se préoccupe pas du coup d'après. C'est ça. Donc, comme le système, j'allais dire, pousse à la faute, les joueurs sont le cœur de l'activité. Et donc, ce mécanisme de transfert de joueurs a été un mécanisme qui a quand même eu de très très beaux jours. Les agents se sont enrichis, les joueurs aussi. Il y a tout un écosystème qui a prospéré avec ça. Mais en réalité, comme le système n'est pas protégé contre ses propres dérives, il est actuellement dans une situation de faillite. Alors on a eu des pays exotiques qui sont arrivés, parce qu'on oublie toujours la dimension géopolitique du football, mais elle est très importante. Le Qatar, c'est une dimension géopolitique. Moi, j'y ai travaillé. Ils ne se préoccupaient pas du retour sur investissement. Il y avait l'importance pour le Qatar de se positionner dans le monde du sport, l'opportunité de la Coupe du Monde, un deal fait avec l'État français, à l'époque Nicolas Sarkozy, sur le pays. Et peu importe ce que ça leur coûtait, puisque pour eux, ils obtenaient ce qu'ils voulaient. Mais ça, la Chine, c'est très dangereux, ça. Mais oui, c'est pour ça qu'il fallait le réguler au niveau international. Mais j'ai été le premier à le dire, puisque j'y ai travaillé, je connais les acteurs et je voyais les conséquences. À partir du moment où vous n'avez pas comme un arbitre, vous avez une régulation par un arbitre sur un match de foot, vous avez deux équipes, l'arbitre dit ce qu'il considère être juste, même s'il se trompe. Il aurait fallu que la FIFA décide, à partir du moment où on rentrait dans le sport business, dans le sport spectacle, de règles qui protégeaient le foot contre ses propres dérives. C'est complexe. Ça, vous dites que je suis médecin, c'est un corps humain, c'est extrêmement complexe. Tu as écrit une tribune dans Le Monde qui est vraiment très intéressante, allez la retrouver. Et tu dis donc, résultat d'une période de 20 ans de désordre, instabilité, permissivité financière, on en a parlé, voire morale. Oui, pourquoi morale? Oui, parce que les comportements, les attitudes, les mots et les discours, Ibrahimovic qui traite je me souviens plus, un arbitre ou la France de merde, oui, ou Cantona qui traite... Peu importe, chacun a sa bonne raison au moment où il s'exprime. Un joueur, un entraîneur, un président, l'histoire du bus, voilà, il y a eu plein de dérives morales. L'équipe de France de football, ça vous vous en souvenez tous, qui ne descend pas du bus. La prise en otage, la puissance que donne l'argent à certains joueurs qui sont à un certain moment immatures aussi, ou qui ne se rendent pas compte, puisqu'ils sont toujours protégés ou aidés ou sollicités, puisqu'ils sont l'objet. Ils ont 20 ans, entre 20 et 25 ans, on leur donne des centaines de milliers, voire de millions d'euros. Donc regardez Neymar, regardez celui qui a insulté son entraîneur Serge Aurier contre Laurent Blanc. Ça a été géré. Et je ne suis pas un donneur de leçons. Je constate que l'argent injecté trop vite sur un certain moment peut amener à des dérives. Et ce que vous disiez, c'est que la population, elle accepte ça pendant un moment, mais au fond d'elle, elle sait que c'est pas bien. Et puis à un moment donné, quand ça va mal, elle dit mais nous on veut plus de ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça un petit peu. Et donc on arrive. Alors est-ce qu'on arrive à un moment charnière? Parce que on va pas faire la liste des clubs, mais comme tu l'as dit avec le Qatar, il y en a un certain nombre quand même qui ont les reins solides. Enfin je pense que Rennes, les actionnaires ont reins solides. Voilà.
Les actionnaires mettent la trésorerie le temps que ce système se réorganise. Je regardais, j'ai vu la famille Pinault à Rennes, Bernard Bourganlian, qu'on connaît, à Lens, Joseph Bourganlian, actionnaire activiste, le groupe international Ineos, voilà, super puissant à Nice. Voilà. Mais il y a aussi, je regardais Saint-Étienne, Lille, où tu as travaillé. Là, on est sur des icônes qui sont... Lille a été repris par un fonds qui est venu à la demande d'un autre fonds pour régler un problème lié Amber à un Capital, deal. qu'on connaît aussi d'ailleurs. Non, Amber, c'est Lens. C'est Joseph Bourganlian est à Amber. D'accord. Mais Lens, c'est à titre perso. Lille, c'était un fonds qui a prêté à un investisseur, Gérard Lopez, qui avait monté une reprise de Lille avec un business plan lié aux ventes de joueurs. Puis à un moment donné, il n'a pas pu rembourser sa dette. Et donc le fonds a fait appel à quelqu'un d'autre pour le débarquer. Mais c'est un fonds qu'on connaît aussi, c'est un fonds activiste qui est connu sur... Oui, il s'appelle Merian. Elliott. Non, Elliott est le fonds qui a fait appel à un autre fonds proche. D'accord, voilà, c'est ça. Ils ne pouvaient pas être impliqués dans deux clubs, ils sont déjà au Milan AC. Et donc, si vous voulez, vous avez, c'est ce que je dis, des fonds qui sont rentrés en prêtant au début, parce qu'ils ont prêté au début. Ils ont prêté à des très hauts taux d'intérêt. Fonds activistes, ils sont dans les plus grosses participations du monde aujourd'hui. Ils ont prêté au début. Ils ont prêté au début, et ils ont prêté avec des taux d'intérêt qu'ils ne trouvent plus ailleurs. C'est des prêts à 10-15% qu'ils ont fait. C'est-à-dire que après ils prennent des sécurités, mais quand ils ont prêté, et pour ces fonds-là qui ont des masses monétaires très importantes, prêter à 10 ou 15%, c'est des opportunités. Avec aussi, et je le dis clairement, la non-analyse du business model, c'est-à-dire effectivement les ventes de joueurs se font. Effectivement, quand vous êtes un expert dans la formation, que vous faites jouer et que vous revendez, vous faites du profit. Je ne dis pas ça. Donc ils se sont dit, à ce moment-là, ça vaut le coup de prêter à des entrepreneurs qui ont ce savoir-faire, qui étaient avant dans la tierce propriété, qui étaient propriétaires de joueurs, ça a été interdit. Donc tout ce business sur la vente de joueurs est réel. Quand vous formez des joueurs... parce que c'était le modèle de Lille, ça, pour le coup. Il s'est effondré. Parce qu'il n'a pas pu rembourser les sommes qu'il avait empruntées à Elliott. Donc Elliott a trouvé une autre solution, parce qu'ils ont pris des sécurités, et s'ils ne l'avaient pas trouvé, cette solution, le club aurait déposé le bilan. Donc ce que je veux dire, c'est que sur des dossiers comme ce, regardez par exemple, le PSG n'allait pas jusqu'à Lille. Si le Qatar arrête, qu'est-ce qui se passe ? Qui va reprendre le PSG actuellement, avec ce business model qui repose sur 30% des recettes, ce sont des entreprises qataries liées de près ou de loin à l'État du Qatar. Le reste, c'était justement les droits télé. Et le reste, c'est couvert par la famille du Qatar. Donc, on vous donne le PSG, il va falloir... Sébastien Bazin n'y retournera pas. Sébastien Bazin avait... Donc, ancien patron du PSG, à l'époque où il dans le tour de table que j'étais monté, a volé le dossier, n'a pas analysé et a appelé au secours 3 ans après. Ouais. Pareil, et c'est des grands financiers. Alexandre Bompard, que j'ai connu à Saint-Étienne, est quelqu'un qui avait bien vu ça, il est passé à Cannes. Parce qu'il y a une dimension de passion qui fait qu'à un moment, ils se mettent des œillères, des gars qui sont aussi forts sur le business. Et c'est un casino géant, et c'est un moment où vous êtes hors de vous-même, vous êtes pris dans un... Michel Sédou, qui a fait du cinéma, qui était mon associé, que j'ai fait rentrer à Lille, a dit que c'est le métier le plus dur qu'il a eu à faire. Il a eu des compagnies aériennes. C'est très compliqué parce que justement, vous êtes pris dans un maelstrom qui ne s'arrête jamais, où tout le monde cherche à gagner. On pousse à la faute les dirigeants qui eux-mêmes ont envie de gagner et qui ont les moyens de leurs ambitions. Parce que je repense par exemple à Robert Louis Dreyfus, qui est un dirigeant d'entreprise, mais considérable. Il a construit un empire sur les matières premières. Et François Pinault, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est des gens que j'ai rencontrés. Mais justement, la différence. François Pinault, il ne perd pas sa chemise à Rennes. François Pinault, je l'ai rencontré à sa demande en 2003 et à la demande d'André Rousselet. J'avais fait une petite tribune sur le JDD, on a déjeuné. Et Rousselet qui lui dit, moi, mon ami Luc, il a fait Lille avec €, et il avait déjà perdu beaucoup d'argent à Rennes. Et donc, je lui dis, mais quand vous avez acheté le club, qu'est-ce que vous avez acheté ? Quand vous achetez une entreprise, quand vous achetez un joueur, vous achetez quoi ? Il y a eu un grand moment de silence. Et puis, on a démonté le système. Et c'est le moment où il a mis en place une organisation à Rennes pour lui éviter tout ce qu'il avait fait préalablement par passion. Il me disait, quand mon équipe perd et qu'on me propose un joueur à 10 millions, je fais le chèque tout de suite parce que mon ego est en jeu. Donc, Robert Louis Dreyfus, que j'ai rencontré aussi, dans cette phrase. On a fait une réunion avec Robert Louis Dreyfus, c'était en 2004, d'accord ? Et il me dit, Luc, vous allez tourner la porte, je vais faire le contraire de ce que je vous ai dit. Donc, mettez du rationnel là-dedans. Ils sont eux-mêmes conscients. C'est comme quelqu'un qui a une table de casino ou qui devient amoureux d'une femme à en perdre la raison. C'est très souvent ces ressorts-là qui font qu'ils ne freinent pas.
Voilà. Et donc, c'est un univers passionnant, effectivement. Vous savez, il y mais a avec la fameuse phrase comment se ruiner, le jeu, les femmes, les ingénieurs, la façon la plus sûre reste les ingénieurs. Il faudrait qu'on rajoute le football, en oui, fait. oui, tout à fait. Et il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Comment football. on sort Saint-Étienne, icône. Là, je sais qu'avec Saint-Étienne, on parle à tout le monde. Voilà. Comment est-ce qu'on sort de cette situation? Il va falloir à un moment un plan public de renflouement de l'ensemble de ces mais clubs. c'est pas normal que ce soit l'argent public qui renfloue des fautes faites par des dirigeants dont je connais l'origine, puisque c'est moi qui avais fait ce travail-là, et qui eux-mêmes, après avoir tenu des très beaux discours, ont fait le contraire. Ils ont au début mis un salary cap. Ils ont dit c'est un bien qui appartient à tout le monde. Donc Caiazzo disait ça. Et puis, président de Saint-Étienne, un co-président. Et puis au bout de 2-3 ans, il a fait exactement le contraire. Ils ont monté les salaires, ils se sont mis d'accord avec des agences, ça a flambé. Et puis maintenant, ils se retrouvent dans une situation désastreuse. Ils ont emprunté. Donc maintenant, comment on passe de cet état? Ils ont donné à un moment donné un mandat à une banque, à la Banque Lazare, pour vendre le club. Et je vous raconte même pas le dossier de valorisation tel qu'il était fait. Tout le monde est parti en courant. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce que je reproche moi au système, c'est que à partir du moment où on est en France avec l'État, ministère, Ligue, et qu'il y a quand même une notion de bien public, même si les actionnaires sont des acteurs privés, c'est la loi qui à un moment donné permis ça, et j'avais aucun problème avec ça, il aurait fallu qu'ils aillent au bout de leur raisonnement et qu'ils s'auto-régulent, sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Et comme en plus ils sont concurrents les uns avec les autres, Saint-Étienne est concurrent avec Lyon. Ouais. Donc les supporters de Saint-Étienne vous poussent à aller à la faute parce que Lyon est à un certain niveau, pareil entre Lens et Lille. Donc il y a une surenchère salariale, on perd les repères, on pense qu'on va gagner et quand on ne gagne plus, en voilà un qui n'a pas été saisi par le démon justement, Jean-Michel Aulas. Ah, je ne suis pas d'accord avec vous. Jean-Michel, on se connaît très bien. Regardez ses différents tours de table. C'est celui qui a mis en place le trading de joueurs. Jean-Michel est allé très loin en intégrant la spécificité de ce secteur. Il était dominant, il a fait des choses merveilleusement bien. Mais regardez l'endettement de Lyon, regardez le PGE. Il a un stade incroyable. Eh ben, achetez-le le stade et puis vous me direz comment vous dégagerez du résultat avec. Lyon a fait appel à 2 PGE de 100 millions d'euros. Oui, mais ça... Lyon a une expertise. Je vais vous répondre sur Lyon. Il n'y a plus personne dans les stades. Heureusement qu'ils font appel à des PGE. Ils sont bien obligés. Ce que je vous dis, c'est que le PGE, il est fait sur le budget de l'année précédente qui a intégré des ventes de joueurs, des ventes d'actifs. Ce que je veux dire, c'est que Jean-Michel, qui est le meilleur dirigeant de club que je connaisse, est quelqu'un qui a un savoir-faire. Et c'est vrai que ce qui a de la valeur dans Lyon, c'est Jean-Michel Aulas. Si Lyon n'avait pas eu Jean-Michel Aulas comme dirigeant, promoteur, investisseur, leveur de fonds, communicant, connaissant le football, avec les réseaux, participant, Lyon ne serait pas là où il est. Pour moi, c'est admirable ce qu'il a fait dans ce secteur, à partir de là où il part, là où il arrive. Mais Jean-Michel est un passionné qui a en tête le système dans lequel il est. D'accord ? Et il a eu les moyens de sa politique, il a levé... Mais lui aussi se laisse emporter. C'est pas qu'il se laisse emporter. La seule chose, c'est que, comme il est plus fort que les autres, et qu'il a fait son tour de table en faisant rentrer ses doux plus tôt, et qu'il est à l'origine du système, il le connaît intimement. D'accord ? Il a toujours eu un ou deux coups d'avance. Il a toujours fait ce qu'il fallait faire, en intégrant ce que lui voyait être le coup d'après. Donc pour moi, c'est admirable en termes de chef d'entreprise. Après, la passion, elle est là. Mais j'ai 2 questions. Il nous reste 3 minutes. J'ai 2 questions. D'abord, c'est franco-français cette situation ou la première ligue anglaise est dans la même situation? Non, c'est différent en Angleterre parce que en Angleterre, c'est vraiment tout privé, que les droits télé sont très élevés et sont justes, ils sont justifiés. Le problème qu'ils ont en Angleterre, c'est les recettes spectateurs. Ils ont des réserves, ils ont des réels actifs. Vous parlez de stade. Il y a un vrai marché et ils sont dominants en termes de ligue. Donc c'est beaucoup moins lourd en Angleterre. Les autres pays sont un peu comme dans la situation de la France. L'Allemagne est bien, puisque pareil, les Allemands n'ont pas fait un certain nombre de fautes qu'ont fait les clubs français, les clubs italiens, espagnols. Finalement, quand vous êtes assez froid, vous gérez ça un peu mieux que quand vous êtes bouillant. Ils ne sont pas froids avec le football, les Allemands. Ils sont comme nous, mais voilà, il y a eu de la rationalité économique à un moment quelque part. Oui, puis après, si vous vous mettez à gérer un club de foot, si vous êtes rationnel et que vous tombez pas dans la folie ou que vous n'êtes pas un ultra-milliardaire en vous disant je vais perdre 200 millions, c'est pas grave. Robert Lee Dreyfus, il a perdu 200 ou 300 millions sur l'OM, mais il avait une fortune en milliards. Oui, donc mais c'est pas grave. C'est grave parce que vous sortez. C'est grave pour les autres. Mais même pour vous. Oui.
Oui. Parce que ça se finit. Oui, Vous avez tout donné à cette passion, la dernière passion de votre vie, et vous finissez insulté. Oui, parce que c'est comme quand vous pourrissez vos enfants, quand vous donnez trop d'argent aux joueurs dans un cadre qui n'est pas bien défini, vous pourrissez et vous n'avez pas le retour que vous attendez. Comment on sort de ça? Il vous reste 1 minute. Oh là là, c'est trop long, mais je pense qu'il faut effectivement déjà voir le résultat de l'appel d'offres en cours sur les droits télé. Sur les droits télé, mais vous n'aurez jamais le milliard qu'à... Non, mais on va déjà savoir ce qu'il y aura. Et à partir de là, il va falloir reconstruire sur 4 ans un système français. Moi, j'ai mis un certain nombre de propositions, comme un fonds de retournement pour intervenir sur les clubs qui sont en faillite, sur le fait de recréer des formules de compétition un peu plus cohérentes et qui génèrent plus de revenus. Tout ce qu'on vient de se dire pendant 20 minutes me laisse penser que... Salary cap et autres. En fait, cette espèce de folie à l'intérieur des tripes des dirigeants... Tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras mettre toutes les barrières que tu veux. Ils chercheront à passer dessus, à les contourner, à passer dessus. C'est un peu ce qu'on va voir. Je pense que là, il y en a vraiment qui sont quand même au bout. Ça peut être un électrochoc. Et puis, la réalité s'impose actuellement à tout le monde. En France, on a un double effet qui se coule. On a le problème sur les droits télé qui est très lourd et malheureusement l'effet du Covid sur lequel personne ne peut rien, qui a aussi un effet sur les recettes en sponsoring. On est dans une situation compliquée. Heureusement que l'État a fait ce qu'il fallait. La Ligue a emprunté. Tout le monde a emprunté. Bon, donc on est dans le même système que le reste de l'économie. Ça, c'est que reconstruire, comment, et voilà. Je pense que c'est le problème qu'a la Brune, que va avoir Noël Le Graët et que va avoir l'État français. Patron de la Ligue, la Brune, et Noël Le Graët, patron de la fédération qui va se représenter. Et qui va être réélu. Ce qui est d'ailleurs, on n'a pas le temps, mais c'est quand même assez dingue. Que après tout ce que tu viens de décrire en termes de faillite... Ça fait 30 ans que les mêmes sont là. C'est ça. Merci Luc. Merci à vous. Luc Dayan avec nous sur Bismart. Et on termine donc avec Fabrice Bonifay qui est le directeur RSE du groupe Bouygues. Bonjour Fabrice. Bonjour. Mais aussi président du C3D, Collège des directeurs du développement durable. Et alors, si on m'avait dit qu'on trouverait chez Bouygues un tenant de la décroissance... Parce que, très franchement, alors je lis parce que tu m'as envoyé un certain nombre de tes réflexions, Fabrice. Et alors, donc globalement, tu penses qu'on n'y est pas, et pas du tout, en termes d'efforts qu'il faudrait faire pour sauver le climat. Voilà, on va le dire comme ça pour résumer les enjeux. Incompréhension des ordres de grandeur, à cause de l'incompréhension des ordres de grandeur. Et de la perpétuation de l'idée fausse que le renforcement des fondamentaux de l'économie actuelle représenterait le meilleur levier pour réussir. Il faut tout changer. Beaucoup en tout cas. En fait, il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, l'économie est en survitesse par rapport à ce que l'on devrait faire pour sauver le climat. D'où la décroissance. Alors, la décroissance des flux physiques, c'est sûr. La décroissance du bien-être, de la santé, de tout ce qui est immatériel. Mais bien sûr, la décroissance du bien-être. Alors, on prend les choses justement, incompréhension des ordres de grandeur. Division par 2 des gaz à émissions à effet de serre d'ici 2030. Oui, c'est pas nouveau. Non, donc division par 2 du PIB. Si on considère que 80%, ce qui est le cas, des énergies consommées sur la planète sont d'origine fossile, si on ne compense pas par l'efficacité énergétique ce qu'on va devoir réduire en utilisation des énergies fossiles, oui. Mais maintenant, il y a aussi des leviers pour gagner un peu d'efficacité. Non. Ordre de grandeur. Donc, on prend un petit peu d'efficacité énergétique et on se dit que c'est 3 points de baisse de PIB chaque année. Voilà ce qu'il faut. Un peu plus même. Mais comment on peut même penser que c'est une solution, Fabrice? C'est ce qu'on vit cette année-là, enfin ce qu'on a vécu en 2020, 3-4 points de baisse de PIB à l'échelle mondiale. Oui. Comment est-ce qu'on peut penser que c'est une solution? Alors, c'est une solution qui va s'imposer pour 2 raisons. Première raison, c'est qu'il y a la pression sur les entreprises, sur les citoyens, sur les États, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça ne se négocie plus aujourd'hui. Les événements climatiques exceptionnels qui se déroulent depuis des années font que la pression va arriver à la fois des investisseurs, et elle arrive déjà, mais aussi des clients et de tout le monde. Et il y a une deuxième raison. Cette deuxième raison, c'est que les énergies fossiles, à commencer par le pétrole, ne sont pas en quantité illimitée, et la déplétion des réserves liquides de pétrole liquide, utilisé pour l'essentiel du transport dans le monde, eh bien, il y en aura moins, car on est de plus en plus en l'utiliser et on va rentrer dans cette déplétion des réserves. Donc, de toute façon, qu'on le veuille ou non,
mettre en place une économie sous contrainte, sur cette double contrainte de la baisse des émissions et le fait qu'il y aura moins d'énergie qui va rentrer dans l'économie, c'est pas un dogme. Au moins, c'est énorme. Enfin, Bouygues va pas amputer son chiffre d'affaires de 3% pour sauver le climat. Non, mais ce qu'on peut faire, ce que les entreprises peuvent faire, c'est shifter vers d'autres modèles économiques. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de modèles économiques qui sont plus ou moins écocides, et d'autres modèles économiques qui sont plus ou moins contributifs. Alors, on va y venir, parce que tu dis autre chose, et alors, moi, ça m'intéresse, parce que, comme disent les Anglais, you do the math, voilà, tu as fait les calculs. Tu dis donc, effectivement, énergie fossile, 80% en gros, notre croissance est aujourd'hui fabriquée par de l'énergie fossile, oui. Et les alternatives, tu n'y crois pas? Alors, hydrogène vert, tu dis, mais t'es pas le premier à me le dire, délire d'ingénieur, là aussi, si tu fais une simple règle de 3, ça rentre pas, l'hydrogène. Non, ça rentre pas parce que l'hydrogène n'est pas une énergie primaire. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui l'ont dit avant moi dans ce bureau. Je le sais, ça, il faut faire l'électrolyse de l'eau. Voilà, et donc le rendement fait que c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc de croire qu'il peut y avoir... Tu peux pas balayer ça d'un revers de main. Enfin, la directrice de la stratégie d'Engie était à ta place, là, il y a 15 jours. Ils ont des ambitions sur l'hydrogène vert qui commencent à être solides en termes de production, de gigawatts, enfin, ça ressemble à quelque chose. Oui, quoi. Mais est-ce que les projections vont jusqu'à un remplacement 1 kWh gris par 1 kWh d'hydrogène vert? Si cette personne t'a dit ça les yeux dans les yeux, je demande à voir les calculs. C'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Non, surtout qu'elle met pas le nucléaire dedans en plus. Voilà, et ils le savent bien d'ailleurs. Alors, au bout d'un moment, on peut se raconter des carbistouilles, on peut dire ce que les gens ont envie d'entendre. Mais après, on est rattrapé par la patrouille des lois physiques, des lois géologiques, et là, on commence à réfléchir concrètement. Donc nous, on réfléchit comment on peut créer de la valeur sans créer des externalités négatives, c'est possible, mais ça nécessite, pour répondre à ta question du début, de tout changer, effectivement. C'est possible. Alors, juste, je reste sur ces questions d'énergie et après, on va aller effectivement sur ce que tu dis qui est très très intéressant et qui va intéresser l'ensemble de ceux qui nous regardent. Attends, je cherche la phrase justement que j'avais notée. Ah oui, voilà. Approche linéaire contre approche circulaire. Voilà, oui. Très intéressant. Mais si je continue quand même, notre potentiel nucléaire là, on le sait assez peu et on le dit trop peu, moi je trouve, tourne à vide la nuit quand même. À partir de 22h jusqu'à 6h du matin, les réacteurs nucléaires tournent et tu pourrais là utiliser une énergie considérable pour faire de l'électrolyse et accumuler de l'hydrogène. Oui, probablement. Mais ça ne suffit pas à rendre l'équation. Non plus. Ça ne suffira pas. On peut considérer aujourd'hui qu'il y a 33 ou 34 millions de voitures qui circulent thermiques encore aujourd'hui. Si on veut les remplacer toutes demain par de l'hydrogène, il faudrait pratiquement doubler la production d'électricité en France, y compris avec le parc installé aujourd'hui. Alors quand on voit le temps qu'on met à fabriquer une centrale aujourd'hui et les difficultés sociétales que ça génère, on a du mal à penser que dans un horizon temporel de 20 ans, parce que c'est ce qui nous reste pour sauver le climat, on va faire ça. Donc c'est pas ça qui va se passer. Donc on va rentrer dans une espèce d'économie de la sobriété, qui va nécessiter effectivement de passer d'une approche très linéaire, on peut expliquer ce que c'est, mais une approche qui sera plus circulaire. Alors vas-y sur, parce qu'après je reviendrai sur ce mot de sobriété, parce que en fait, quand je t'écoute, comme quand j'écoute, parce que Jean-Marc Jancovici qui est venu ici dit un peu la même chose que toi. Oui, il l'a même dit avant moi. Et puis il le dit avec énormément de conviction. On est foutus derrière. Ouais. Alors, si vous avez raison, on est foutus, les gars. Parce que jamais tu nous pousseras à la sobriété. Oui. Jamais. On va tous le refuser. Oui, alors, c'est pas parce qu'il y a une vérité qui dure à écouter ou à entendre qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions, mais il faut prendre le temps de bien comprendre. Parce qu'il faut 10 secondes pour sortir une connerie sur ces sujets, mais il faut un petit peu de temps pour expliquer pourquoi c'était une connerie. Hein. Donc, elle est belle cette phrase. Bah oui. Donc l'économie d'aujourd'hui, ça consiste en fait à utiliser des matières premières et de l'énergie avec des convertisseurs qui sont des machines pour fabriquer des biens matériels qu'on vend sur les marchés dans une course effrénée à l'économie de la possession, l'économie de volume. Je fais mon chiffre d'affaires, plus je vends de casseroles, plus je vends de voitures, plus je coule de béton, je gagne de l'argent. Ça, c'est l'économie d'aujourd'hui. Et c'est une économie no limite, en fait. On considère, comme les matières premières sont gratuites, ou quasiment gratuites, que l'énergie coûte pas cher. On se dit, finalement, et que ça rentre pas dans le bilan au passif du bilan des entreprises, on est dans cette illusion d'être dans une économie cornucopienne où, en fait, il suffit de se baisser pour ramasser les matières premières et tout va bien. Bon, on voit bien que les limites planétaires
Et le fait qu'on est sur une planète ronde, alors je sais qu'il y a quand même pas mal d'Américains et même quelques Français qui pensent que la Terre est plate, que 17% des Américains pensent que les chocolatés arrivent des vaches marrons. Mais au bout d'un moment, quand on prend le temps d'étudier un peu les choses, on voit bien que ça ne va pas continuer très très longtemps comme ça, pour des questions de ressources. D'où efficacité énergétique, etc. Mais pas sobriété. La sobriété, elle ne viendra pas de se serrer forcément la ceinture, elle viendra d'un nouveau modèle économique. Alors c'est quoi le nouveau modèle économique ? Le modèle économique, il sera basé, je pense, demain, et je ne suis pas le seul à le penser, sur une économie du service. Alors du service de quoi ? En fait, les entreprises continueront de fabriquer des produits, mais non plus dans une logique de vendre le produit au client qui va devenir propriétaire du produit, qui va l'utiliser, qui va le jeter, avec un système de récupération des matières premières qui est très déficient aujourd'hui. Le chiffre que tu donnes sur ton secteur, sur les chantiers, c'est 40 millions de tonnes de déchets, c'est ça ? Oui. Et 1% de réutilisés ? Oui. Ouais. Oui. Alors il y en a 60% qui sont recyclés, mais moins de 1% réemployés. Et le Graal de l'économie circulaire, c'est le réemploi. Donc la vraie liberté demain et la non-sobriété demain, la non-sobriété subie de demain, ça sera d'accepter en fait de partager des produits pour augmenter leur intensité d'usage. Je prends un exemple. Lorsqu'on est dans un bâtiment, on utilise un bâtiment quel qu'il soit, un bâtiment tertiaire, de bureau par exemple, si le soir, dans ce bâtiment, le parking est vide, le restaurant d'entreprise n'est pas utilisé, si le rooftop n'est pas utilisé, si les salles de réunion ne sont pas utilisées, qu'il y ait la possibilité de partager ces espaces avec d'autres utilisateurs secondaires au moment où l'utilisateur principal n'en a pas l'usage, c'est pas du stalinisme, ça. On peut partager. Ça s'organise. Ça s'organise. Tout à fait. Donc, on pourrait demain avoir des assets, des infrastructures dont on va augmenter l'intensité d'usage. Et on peut augmenter l'intensité d'usage. Une trottinette sur les routes de Paris, qui est utilisée par plusieurs utilisateurs tout au long de la journée, c'est le début du commencement de l'économie du partage. Du partage d'infrastructures, du partage de produits qui sont fabriqués une fois, dont l'objectif va être de les faire durer le plus longtemps possible. Et donc réparabilité, robustesse dès la conception et pas d'obsolescence programmée. Et en fait, l'entreprise va se refaire la cerise, va gagner de l'argent en louant cette infrastructure, cet objet le plus longtemps possible. Tu donnes un très bon exemple aussi avec la moquette. Moi, j'ai trouvé ça brillant. Voilà. Oui. À partir du moment où tu ne vends plus la moquette, mais ça reste ta propriété, et c'est toi qui vas la changer, tu vas la concevoir radicalement différemment. Absolument. Voilà. Et aujourd'hui, dans le bouquin que je vais sortir au mois d'avril, avec Céline Puffardichvili, qui s'appelle Entreprise contributive, voilà, on explique que ce modèle d'affaires serviciel, qui est donc le contraire de l'économie linéaire, eh bien, ça marche aujourd'hui. Il y a déjà plein d'entreprises qui gagnent de l'argent et qui sont sur ce modèle-là. Fabrice, tu sais ce que je pense ? Tout ça me passionne, mais en fait, tu fais exactement comme les producteurs d'hydrogène. Mais c'est-à-dire que c'est pas cette approche linéaire, cette approche circulaire plutôt que l'approche linéaire qui va nous faire 3% de baisse de PIB par an et qui va nous faire 50% de réduction des gaz à effet de serre en 2030. Si ta question, qui est une question pertinente, et qu'il va falloir aussi modifier un peu plus qu'à la marge nos modes de consommation, je te regarde dans les yeux, je te dis oui, il va falloir qu'on modifie aussi nos modes de consommation. Parce qu'il faut arrêter de mentir aux gens, il faut leur dire la vérité, parce qu'on a affaire à des adultes. Diviser par deux, ça veut dire changer notre modèle économique dans les entreprises, ça c'est une évidence, mais il va falloir aussi qu'on consomme un peu moins, qu'on aille un peu moins souvent en avion, qu'on mange moins de viande, et ça on n'aura pas le choix. De toute façon, ça va s'imposer. Donc si on ne veut pas que ce soit subi, il faut réinventer un récit qui donne envie. Et je pense que là où c'est pas audible, lorsque tu dis voilà, moins 3%, c'est pas audible, si on reste à business as usual et si on reste dans les mêmes paradigmes de mode de vie. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui, de gens éduqués, et notamment les jeunes, qui n'acceptent pas, qui ne sont pas complètement d'accord que le mode de vie que l'on a aujourd'hui va rendre plus heureux forcément que celui qu'on aura demain et qui sera un peu plus sobre dans la consommation des ressources. Tiens, cette blague. Tu vas leur dire d'arrêter de commander sur Amazon et d'avoir 3 livreurs qui se pointent d'organismes différents au même appartement parce qu'ils auront commandé 3 trucs différents. Tu vas leur dire, parce que tu l'écris, qu'il faut regarder un peu moins de séries sur le net. Mais non. Non. Alors, Fabrice, tu leur diras pas, ça marchera pas. Alors, la nécessité... C'est bien ce qui m'inquiète, hein. Moi je veux surtout pas, je veux juste, parce que tu écris très justement qu'à un moment il faut faire les maths, je veux juste aller au bout de cette logique-là. En fait,
si on ne veut pas que ça s'impose d'une façon brutale, comme le virus s'est imposé à nous d'une façon brutale, il faut quand même qu'on anticipe un peu et qu'on fasse preuve de pédagogie. Alors je vais raconter une histoire. Il y a ce qu'on appelle le décalage du point de référence. C'est quoi le décalage du point de référence? C'est qu'aujourd'hui, on est habitué à un certain paradigme économique qui n'était pas celui de nos parents et qui n'était pas celui de nos arrière-grands-parents. Sauf qu'on a complètement oublié comment vivaient nos arrière-grands-parents. On le sait, on l'a oublié, on nous a raconté un peu, ils nous ont raconté, mais on a perdu ce récit de leur mode de vie de l'époque. Est-ce qu'ils étaient franchement plus malheureux que nous aujourd'hui ? Parce qu'ils n'avaient pas accès à tous ces biens matériels que nous avons aujourd'hui. Je n'en suis pas sûr. C'est possible, mais j'en suis pas sûr. Enfin, oui. Moi, je suis sûr que oui. Enfin, j'ai pas de doute là-dessus. Oui. Je sais pas, regarde les chiffres de mortalité infantile, par exemple. Oui, d'accord, mais je parle pas de la partie hygiène qui nous a fait faire des progrès considérables. Je parle du nombre de minutes à passer à rigoler, de l'immatériel. Voilà, non, mais il faut regarder. Du nombre de suicides. Il y a d'autres indicateurs aujourd'hui qui sont des indicateurs de bien-être qui nécessitent d'être scrutés. Et je pense que les modes de vie que nous avons aujourd'hui, qui sont dispendieux en ressources, qui sont au-delà des limites planétaires, de toute manière, ce n'est pas durable mathématiquement parlant. Donc on peut toujours faire de l'incantation, on peut toujours prier le dieu de la croissance. C'est ça qui va se passer. Voilà, mais ça ne va pas nous faire avancer plus vite dans la direction de la sobriété. Et donc il faut qu'on invente des récits qui sont désirables, de ces nouveaux business models qui vont être nouveaux dans les entreprises, mais qui fonctionnent et qui permettent de gagner de l'argent, mais qui permettent de gagner de l'argent d'une façon différente. Tu sais, il y a une petite scène là formidable qui résume tout. Donc le nouveau ministre des Transports de Joe Biden, Pete Buttigieg, on le connaissait, il est face à Ted Cruz, le Texan, et il doit s'expliquer sur l'arrêt du projet de pipeline entre l'Alberta, le Canada, et puis le Texas. Et il y a Ted Cruz qui fait les comptes, qui dit union job, j'avais 16 000 boulots syndiqués bien payés. Oui. Tu leur dis quoi? Oui. Et Buttigieg répond, j'espère qu'on va réussir à construire d'autres boulots qui seront tout aussi bien payés. Mais c'est un gros point d'interrogation quand même. Oui. Alors c'est un challenge, c'est le challenge de l'humanité. Mais voilà, ta conviction, c'est qu'on n'a pas le choix. Et que le plus tard on s'en occupera, le plus douloureux, le plus violent ce sera. Je pense que celui qui conteste ce genre de choses conteste les faits scientifiques. Et les faits scientifiques, 2 plus 2, ça fera 4 encore dans quelques années. C'est juste une question de bon sens, d'ordre de grandeur, d'écouter enfin ce que disent les scientifiques qui s'époumonnent à tenir ce discours depuis 50 ans. Attends, il nous reste 40 secondes, tu parlais de nos grands-pères, ou nos arrières. À un moment est arrivée l'électricité, puis tout a changé. Tu ne crois pas à la rupture technologique? 30 secondes qui nous permettra de résoudre tous les problèmes. Il nous reste 20 ans. C'est ça. Et c'est court pour une rupture technologique. Bon, à bientôt, Fabrice. Mois d'avril, alors, le bouquin. Et puis voilà, on continuera avec grand plaisir cette discussion. Fabrice Bonifay, donc, directeur RSE de Bouygues, qui était notre dernier invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain avec, je crois, autant de passion.